Bonsoir, bienvenue à la recyclerie. Merci d'être venu pour la conférence de ce soir Tourisme durable, les nouveaux voyageurs. Alors c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre des éco-optimistes en campagne. Juste ici, vous avez le tableau du reste de la programmation. Donc maintenant, je vais passer la parole à Pascal Gréboval, qui va être le modérateur de cette conférence débat. Donc voilà, bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc ce soir, le thème, c'est tourisme durable. Je vois que vous êtes très intéressés par cette question. Je vais juste vous dire en 2 secondes qui je suis et après, je ne prendrai plus du tout la parole. Je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Kaizen. Kaizen est un mot japonais. Kai, changement, zen, bon. Au-delà du mot japonais, c'est une philosophie qui dit que chaque être humain ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut faire les choses en fonction de son temps, de son énergie, de ses forces et aussi de ses faiblesses. Et ainsi, si on fait des petits changements à son échelle, ça fait un grand changement pour la société, puisque nous sommes inspirés par la philosophie de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est bon pour tout le monde ? Ouais. Et pour ceux qui ont vu le film Demain de Cyril Dion, c'est la même chose, parce que Cyril Dion est un des 4 co-créateurs du magazine Kaizen. Et donc, c'est un bimestriel. Et l'an dernier, nous avons rédigé un dossier sur voyager autrement. Voilà, donc c'est une thématique qui nous est chère. Ce soir, nous avons 3 intervenants de haute qualité qui vont se présenter pendant peut-être 1 ou 2 ou 3 minutes en fonction de ce que vous avez à dire. On y va ? Oui. Si tu veux, tu peux commencer par ta présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Hubler, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, ravi également d'intervenir dans un cadre si sympa que celui-là, qui est véritablement en cohérence avec le sujet d'aujourd'hui du tourisme durable. J'ai eu l'occasion d'expliquer un petit peu là-bas comment tout se passe, c'est vraiment très très sympa. Je m'appelle donc Ludovic, moi je suis le directeur fondateur de Travel with a Mission. En 2 mots, je ne vais pas rentrer en détail, en 2 mots, j'ai fait un tour du monde en stop pendant 5 ans, entre 2003 et 2008. Donc c'était avant tout la réalisation d'un rêve d'enfant et une volonté de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure. Et pendant ce tour du monde, je suis intervenu dans beaucoup d'institutions pour partager les apprentissages de mon tour du monde. Donc j'insistais sur l'importance d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves, et j'allais dans plein d'écoles, ONG et autres structures. Et il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée, quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution. Donc je perdais beaucoup de temps à aller toquer aux portes des différentes institutions. Et des fois on me disait oui, et on me mettait 1000 gamins dans la minute devant. Des fois on me disait non, tu aurais dû nous prévenir avant, on ne peut pas faire ça en dernière minute. Et parallèlement à ça, je rencontrais plein de jeunes et moins jeunes qui avaient plein de choses à partager, et plein d'institutions qui voulaient recevoir. Donc il y avait une offre, il y avait une demande, mais une difficulté de mise en relation entre cette offre et cette demande. Et donc, il y a eu, donc ça c'est quelques-unes des interventions que j'avais eu l'occasion de faire, Indonésie, Cambodge, Afghanistan, etc. Donc j'ai essayé une fois de plus de partager tout ce que j'ai appris pendant mes 5 années de voyage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une offre, ce qu'on appelle aujourd'hui les Twamers, qui sont ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les Twamost, qui sont ceux qui veulent recevoir. Donc c'est tout simplement l'offre et la demande. Et l'idée était donc de favoriser les échanges, favoriser le partage de connaissances, compétences, expériences. Donc si par exemple quelqu'un veut aller sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des écoles prêtes à le recevoir. Si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des hôpitaux prêts à le recevoir. Donc l'idée pour nous est de développer ce qu'on appelle le twaming, qui est cette idée de se rendre utile tout en voyageant. Donc on a des gens qui font des tours du monde à vélo et qui vont aller enseigner les premiers secours dans les écoles tout en voyageant. Donc l'idée c'est vraiment tout en voyageant pouvoir se rendre utile. Et donc voilà, alors j'ai assez peu de temps donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On a plein d'exemples. Par exemple, Jérémy Marie, lui, partage les apprentissages de son tour du monde dans les écoles. Lui, Anthony Azael, part du principe que l'art est un excellent moyen de développer la créativité des enfants. Il va faire des jeux éducatifs dans les écoles du monde entier. Christelle et Benoît, eux, c'est à travers la danse qu'ils cherchent à créer du lien. Mohamed Taheran, il a un projet qui s'appelle We Need Trees, où il cherche à sensibiliser à l'importance des arbres dans l'environnement. Et donc, il va sensibiliser à l'importance des arbres. Voilà, eux, ils vont enseigner les premiers secours, eux, ils vont discuter de la notion de succès dans la vie, faire réfléchir un petit peu. Voilà, enfin, il y a différents types de profils. Et voilà, et on a aujourd'hui à peu près 5000 utilisateurs dans 123 pays
Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'est Travel with a Mission. Vas-y, tu peux prendre la parole, Guillaume. T'as pas dit que tu étais alsacien aussi, c'est hyper important. Ah, c'est important, alsacien. Moi aussi, je suis alsacien. Mais, donc, je m'appelle Guillaume et... et donc, moi, j'ai deux casquettes. La première, je sais que je dirige un bureau d'études qui s'appelle ID Tourisme, en fait, qui est un cabinet de conseil spécialisé sur le marketing du tourisme durable et qui accompagne des collectivités locales, qui accompagne des start-upers, des hôteliers, des tours opérateurs qui veulent réfléchir à cet engagement en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. Et ID Tourisme préside une association en France qui s'appelle ATD, Acteurs du tourisme durable. Et l'objectif d'ATD a une vision très transversale. Nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'industrie du tourisme, donc tous les métiers qui sont derrière le tourisme, l'hôtellerie, le tour operating, les collectivités locales qui vont faire la ville de Paris qui va faire une politique touristique, intègrent en fait les engagements en matière de développement durable. Et en fait, on va crowdsourcer les bonnes pratiques en fait de nos membres, on va les mettre sur la table et derrière, on va proposer aux autres de les prendre pour justement intégrer ces engagements. Donc on a une vision plus transversale, plus globale. Et derrière, on a développé des actions fortes. Tous les ans, on organise des universités du tourisme durable. Prochaine, c'est début octobre à Clermont-Ferrand, sur 2 jours. On va organiser cette année les palmes du tourisme durable. Donc s'il y a des professionnels dans la salle qui veulent tenter de gagner, d'être lauréats de ces palmes, voilà, il y a la possibilité jusqu'au 15 octobre de déposer un dossier. Et là, à partir de cette semaine, on va lancer un crowdfunding pour justement continuer auprès de la communauté, d'essayer de faire connaître en fait ces engagements en matière de développement durable du secteur touristique. Donc une vision plus transversale pour nous. Tu lui passes ton micro peut-être ? Bonjour, moi je suis David, donc je représente le WWOOFing en France. Donc le WWOOFing, ça veut dire Worldwide Opportunities on Organic Farms, c'est-à-dire des opportunités mondiales dans les fermes biologiques. Donc le but du WWOOFing aujourd'hui est de mettre en relation tout à chacun avec des fermiers bio. Donc vous allez faire un petit voyage qui peut durer de 1 semaine à plusieurs mois dans des fermes. Donc vous allez partager avec votre hôte, qui est l'accueillant en fait, qu'on appelle l'hôte. Et le but donc c'est d'apprendre comment il vit, d'avoir une autre vision de la vie urbaine ou celle que vous avez de tous les jours, vivre dans une ferme, apprendre les techniques, donner un petit coup de main, partager avec l'hôte, découvrir son mode de vie, comment apprendre à devenir autosuffisant. Voilà. Donc voilà ce qu'est le WWOOFing. Et donc je pense que ça s'inclut bien dans le tourisme durable. Merci à tous les trois. Donc nous sommes mis d'accord tous les 4. On va discuter pendant 40 minutes sur, en gros, c'est quoi le tourisme durable et comment voyage-t-on durable. Et puis après, pendant 30 minutes, vous aurez la parole pour les interviewer sur le thème de votre choix. Je vais peut-être commencer avec toi, Guillaume. Est-ce qu'on peut déjà définir ce qu'est le tourisme durable versus le tourisme non durable ? Nous, chez nous, la vision, elle est hyper simple. C'est que le tourisme durable, en fait, c'est le concept de développement durable appliqué au secteur du tourisme. Et c'est quoi le concept ? Le concept de développement durable, c'est ce fameux triptyque entre le pilier économique, le pilier social, le pilier environnemental, et d'essayer de trouver cet équilibre entre ces 3 piliers au niveau d'une boîte, d'une collectivité locale, au niveau de tout type d'organisation. Donc dans les entreprises, on appelle ça aussi la responsabilité sociétale de l'entreprise et comment on va intégrer ça dans la boîte. Et ça va se traduire par des engagements. Par exemple, un hôtel va essayer de faire gaffe à la fois à son impact environnemental, sur la flotte, sur l'énergie, sur les déchets, mais aussi sur le gaspillage alimentaire s'il a un restaurant, il va réfléchir à la question de son impact carbone, et donc peut-être aussi se poser la question par rapport au climat, est-ce que je vais vraiment pousser à accueillir beaucoup de clientèle internationale lointaine pour juste 2 jours, alors que c'est un bilan carbone très négatif. Mais aussi sur le social, qui va intégrer des questions RH, des questions de bonheur au travail, de bien-être au travail, c'est très très large. Et bien sûr, la vision économique, qui est d'avoir une structure viable économiquement, mais sans non plus détruire derrière et d'avoir une vraie équitabilité en fait en termes de redistribution. Donc d'avoir cette vision sur l'ensemble des projets touristiques. Et ça, c'est notre vision. Et on peut le lier aussi à quelque chose des Nations Unies qui s'appelle les objectifs du développement durable, qui sont toute une série en fait d'objectifs mondiaux du développement durable qu'il faudrait qu'on atteigne pour au final qu'on
qu'on continue à vivre de génération en génération sur cette planète. Ludovic, là on a une définition plutôt côté professionnel, côté touriste. Ça signifie quoi, voyager durable? Alors, c'est vrai que c'est jamais évident de mettre un début et une fin. Où commence le tourisme durable, où est-ce qu'il s'arrête? C'est un peu comme le tourisme solidaire. Tout le monde y met ce qu'il a envie de mettre quelque part. Ça touche plusieurs choses. Ça touche aussi bien l'environnement, mais ça touche aussi le rapport avec les gens, tout simplement, parce que le tourisme de masse n'a pas forcément des effets bénéfiques sur la façon dont les gens vont se comporter aussi. Alors, soyons précis, c'est quoi les effets qui ne sont pas bénéfiques? On voit bien, par exemple, quand il y a du tourisme de masse, que dans beaucoup d'endroits très touristiques, par exemple, vous allez à Marrakech ou autre, chaque touriste est vu souvent comme quelqu'un où il faut qu'il y ait une transaction derrière qui se passe. Donc le voyageur se transforme vraiment en client, quoi. Et c'est un petit peu dommage parce que ça casse un petit peu la relation authentique. Donc nous, ce qu'on cherche avec Travel with a Mission, c'est d'aller justement plus dans le transfert de connaissances, compétences, expériences, faire en sorte qu'il y ait un véritable échange et qu'on en sorte gagnant. Et donc nous, la notion de tourisme durable pour nous est véritablement là-dedans, dans le côté, je ne suis pas qu'une personne qui a de l'argent à qui tu vas devoir tirer le maximum, mais je suis quelqu'un avec qui tu vas pouvoir avoir des échanges et les deux vont apprendre à la sortie et faire en sorte que tout le monde soit content vraiment et ressorte grandi de la relation. Donc nous, on voit le tourisme durable par ce biais-là, mais après c'est sûr qu'un hôtelier va avoir sa propre définition et ses propres actions à mettre en œuvre pour qu'il y ait du tourisme durable. Une entreprise dans le monde du transport, ce sera différent. Donc après, c'est assez vaste et chaque type de métier va avoir une définition différente. David, Ludovic vient de définir le tourisme durable. Il a parlé de tourisme solidaire, on parle aussi de tourisme utile. Est-ce que toi, tu peux synthétiser un peu le tourisme utile et solidaire à travers le woofing? Alors, moi, je dirais que dans le tourisme durable, moi, ce qui est surtout important, je trouve, c'est que quand on voyage pas tout seul dans son coin. Et ça s'intègre vraiment. Par exemple, quand je vais voyager, je vais plus voyager pour pas changer de lieu, mais changer d'idée, en fait. Apprendre d'autres choses. Et le tourisme durable, c'est vraiment s'intégrer à la vie active, à la vie locale, et participer, quand on vient faire du tourisme, pas être juste un acteur qui vient payer et qui s'intègre pas, en fait. Donc, tu veux prendre la parole? Oui, c'est là où il y a une vraie complémentarité. C'est que nous, notre vision, c'est que tous les touristes, en fait, ne pourront pas devenir toit-meurs. Parce que, après, c'est aussi, il faut gérer les flux sur des zones qui sont peut-être plus fragiles aussi que d'autres. Et nous, on a une vision très transversale et très globale. C'est-à-dire qu'il y a des gros acteurs aujourd'hui qui sont dans la place, qui ont un vrai impact fort. Il faut absolument que ces gens-là aussi réduisent derrière leur impact. Parce que si, en fait, on fait juste des choses de manière alternative, c'est-à-dire que tous ceux qui sont gros, on dit, ils continuent à faire leur truc, à faire leur merde, alors qu'eux, ils doivent aussi réduire. Et il faut qu'ils intègrent aussi une vraie notion de développement durable, parce que sinon, on n'arrivera pas à changer le monde comme ça. Il faut absolument que tout le monde fasse sa part du colibri. Que ce soit les gros, que ce soit les petits, etc. Et nous, notre vision, c'est ça. On veut regrouper, en fait, tous les métiers du tourisme et tout type de structure. Chez nous, dans notre association, on a des gros joueurs, on a des Club Med, on a des Pierre et Vacances Center Parks, on a des groupes Barrières ou des autres comme ça. Ce matin, j'ai encore vu le directeur développement durable du groupe Accor, par exemple, pour discuter parce qu'eux ont un vrai poids. Et je pense qu'eux peuvent tirer aussi l'ensemble du secteur vers le haut, avec aussi les bonnes pratiques des petits acteurs qui ont des choses très innovantes et très intéressantes à amener. Alors, comme tu me lances sur le sujet, est-ce que le tourisme durable, vu par ces gros acteurs, n'est pas perçu comme une manière de se couper la branche sur laquelle ils sont assis? Parce que toujours aujourd'hui, on a envie de se faire plaisir en vacances, de ne pas réfléchir, de jouer au golf, de faire du skate, enfin ce que tu veux, et qui est assez énergivore. Ils ont bien conscience aujourd'hui, ces acteurs-là qui s'engagent dans ces questions-là, qui vont utiliser l'innovation pour essayer justement de réduire aussi derrière leur impact. Et c'est assez bête, mais ils commencent souvent par des actions qui sont liées, par exemple, aux consommations. Réduire les consommations énergétiques, c'est très bon pour le business. Hein. Tu réduis les charges, tu améliores ta value derrière à la fin, donc c'est très logique pour eux. Et au niveau social, essayer d'investir sur l'humain, sur le salarié, sur le bien-être au travail, tu améliores aussi
la compétitivité et la performance derrière de ton staff. Donc il y a un intérêt aussi pour eux là-dedans. C'est pas des philanthropes, les mecs, donc ils savent très bien que s'engager là-dedans, il y a aussi un intérêt business de le faire. Mais derrière, il y a des vraies innovations intéressantes. Tu parlais des golfs. Aujourd'hui, au Maroc, ils ont mis énormément pour faire plein de golfs. Ils commencent à se poser la question de « merde, on a plus assez de flotte dans les terres, quoi ». Donc ils sont en train de trouver des innovations pour justement récupérer les eaux usées, les réhabiliter, les remettre sur les golfs et essayer de faire en sorte que c'est possible, parce que tu auras encore des golfeurs demain, quoi. Ludovic, tu as parlé d'échanges. On dénombrait en 2015 1,2 milliard de touristes dans le monde. En fait, il faut savoir que c'est la première industrie au monde, le tourisme. Comment on passe d'une vision industrielle ou marketing à une vision d'échange ? C'est difficile de passer vraiment de l'un à l'autre. Maintenant, comme le dit Guillaume, on ne va pas changer. La grande majorité des gens qui vont partir vont toujours partir, Club Med, etc. Et ils vont partir juste pour se reposer et pas dans une vision d'aller partager avec les locaux. Et on ne va pas forcément les blâmer pour ça. Après, c'est aux acteurs du tourisme, effectivement, de se poser les vraies questions, d'avoir une vision plus long terme que court terme. Parce qu'un des problèmes, et ce n'est pas uniquement vrai dans le tourisme, c'est dans beaucoup d'autres choses, c'est qu'on pense court terme, on pense le gain immédiat et on ne pense pas à l'avenir. Et on ne pense pas donc long terme. Et donc toute la grande question, ça va être là-dessus, arriver à mettre en place des actions qui vont peut-être pas rapporter tout de suite, mais qui seront bien bénéfiques sur l'avenir. David, toi, dans le woofing, comment ça se passe ? Les gens qui accueillent, ils le font pour le plaisir de recevoir, d'échanger, de transmettre des valeurs. C'est quoi leur motivation première ? Alors dans les autres qui reçoivent les woofers, en fait, ils sont là pour essentiellement partager leur savoir. Parce que il y a de ça à peu près 50 ans, c'est dans le village, en fait. On se transformait, on allait tous à la ferme pour aider le paysan, etc. Mais maintenant, il y a de moins en moins de fermes. Et ces gens-là, ils se rendent compte que leur savoir disparaît au fur et à mesure. Et on a de plus en plus de néo-ruraux qui arrivent et qui aimeraient bien s'installer, mais qui ne savent rien faire, en fait, à part aller faire un brevet d'un an en responsable agricole, par exemple. Donc, ils vont aller faire 1 an de woofing dans différentes fermes. Et ces autres-là vont pouvoir leur transmettre ce qu'ils savent faire. Alors, ils ne disent pas que c'est une éducation, ils disent que c'est simplement ce qu'ils savent, les gestes qu'ils connaissent. Donc on peut très bien aller dans une ferme maraîchère et puis le paysan qui va planter sa tomate, il va le faire différemment que celui de son voisin, quoi. Mais au moins, il va transmettre son savoir. Et c'est ça le principal intérêt de nos hôtes. Et c'est aussi de pouvoir voyager à travers les woofers, puisqu'on a à peu près 40% des woofers qui sont étrangers. Donc ça leur permet d'avoir des échanges culturels, une mixité sociale aussi avec des urbains qu'ils ne voient pas. Et donc, ça leur permet aussi de voyager à travers le woofing. On va passer tout de suite à la deuxième partie qui va, je pense, intéresser le public. C'est comment on passe à l'acte, comment on devient touriste engagé ou touriste durable. Tu as voyagé pendant 5 ans. Une première question simple, est-ce que voyager dans une optique durable, ça coûte plus cher et est-ce que c'est plus difficile ? Pas forcément. Ça peut même être l'inverse, comme disait tout à l'heure Guillaume, mais ça dépend. Même, par exemple, moi, j'ai voyagé en stop. Le stop, il n'y a pas eu d'empreinte carbone. J'ai simplement utilisé des voitures qui, de toute façon, allaient de A à B. Et donc, j'ai pu faire pendant 5 ans le tour du monde comme ça, sans avoir une empreinte carbone. Mais après, ça peut mettre avec le vélo et autres, des moyens de transport qui n'ont aucune empreinte énergétique. Il y en a quelques-uns. Et donc voilà, non, c'est pas forcément plus cher. Alors, peut-être que tu le dis dans ton livre, je ne sais pas s'il est en vente à la sortie. Tu en as quelques-uns en vente ? J'en ai quelques-uns ici. Ça t'a coûté combien, 5 ans de voyage ? Alors, moi, au niveau financier, mon tour du monde de 5 ans m'a coûté 25 000 euros. 5 000 euros par an, sachant que je dépensais rien en transport, faisant que du stop, et rien en logement, parce que je logeais partout où je pouvais loger. Mais après, il ne faut pas être regardant sur le confort. Donc, je dépensais pour la nourriture, mais la nourriture de la rue est en général pas très chère. Je dépensais pour les visas. J'ai dû avoir 1 000 $ de visa sur 5 ans. Je dépensais pour Internet, les cybercafés, etc. Donc oui, ça m'a pas coûté très cher. Et j'ai fait un certain nombre de petites choses, des conférences que je faisais aux États-Unis, Canada, là, qui m'ont permis de gagner un peu d'argent. J'écrivais des articles aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu financer avec des petits boulots aussi à droite à gauche. Guillaume, on a quelqu'un de chevronné là. Mais pour Monsieur Tout le Monde, est-ce que c'est plus dur, plus compliqué ? Comment on s'y retrouve entre les labels, les agences ? Si on ne veut pas partir sac à dos en stop, pour partir avec une agence
tout confort en se disant je suis quand même dans une optique tourisme durable? Écoute, t'as tout aujourd'hui. Nous bien sûr, il y a Quand des, tu dis nous, c'est ATD? Non, mais t'as tout. Enfin oui, quand je dis nous, c'est ATD. Mais t'as tout aujourd'hui sur les labels, sur le secteur du tour operating, donc les tours opérateurs qui te proposent des séjours. Tu vas avoir deux réseaux et labels principaux en France. Tu vas avoir ATR, Agir pour un tourisme responsable, qui originellement était plutôt sur les questions de tour opérateurs d'aventure, de trekking et tout ça. Petit à petit, ils s'ouvrent largement vers d'autres types d'acteurs. Eux, ils ont une certification, c'est-à-dire qu'il y a un auditeur indépendant qui va venir vérifier sur une batterie de critères pour savoir s'il y a un engagement fort sur la responsabilité sociétale. Là-dedans, dans les structures certifiées, tu vas avoir des structures où c'est cher. Voyageurs du monde, comptoir des voyages, on est sur des prix moyens qui sont plutôt de l'ordre de, je dirais, 4 000 € le voyage. Après, tu vas avoir... Pour une durée de... je sais pas, sur un voyage de 10 jours ou 2 semaines en long courrier, quoi, assez loin. C'est à peu près le prix moyen, je pense qu'il faudrait vérifier. Mais après, tu vas avoir aussi un autre réseau qui s'appelle l'ATES, Association du tourisme équitable et solidaire, tourismesolidaire.org. Ces deux structures-là, en fait, sont membres du bureau d'ATD, donc c'est là où c'est vraiment une famille. Et l'ATES, vous allez avoir des voyages qui sont à, je sais pas moi, 500 € pour aller dans le désert une semaine. Et c'est quoi les critères d'ATES? L'ATES est plus tourné en fait vers, pour eux, vraiment la rencontre au cœur du voyage. On n'est pas sûr, on va pas mettre la main à la pâte, mais simplement on va avoir des vraies rencontres fortes en fait pendant son séjour. Et l'idée est vraiment autour de ça. On est un peu sur du rendez-vous en terre inconnue, un peu, mais où on est en petits groupes, à la rencontre avec les habitants dans des pays. Ils ont pris une claque un peu quand il y a eu tous ces problèmes dans le Maghreb et l'image de l'insécurité dans ces pays-là, parce que le Maroc, par exemple, était un pays très fort. Et en fait, quand il y a eu les problèmes en Tunisie et le Français qui s'est fait tuer en Algérie, en fait, il y a plein de gens qui se sont dit « Oh, le Maroc, j'y vais pas non plus. » quoi. Et ça a eu pas mal de mal. Et donc, mais il y a pas mal de nouvelles destinations aujourd'hui qui sont venues, avec des destinations aussi en Europe et dans tous les continents. Et les tarifs sont vraiment pas plus chers qu'ailleurs, quoi. Après, on part avec un tour opérateur. Donc, c'est pas la même vision. C'est pas la même vision d'altérité. C'est-à-dire que quand on a beaucoup voyagé, il faut mettre le pied à l'étrier, y aller. Après, peut-être qu'on préfère aussi être embarqué pour que ce soit organisé, quoi. Et c'est quoi le premier pas, puisque Kaizen c'est pas à pas, pour voyager durable sans tour opérateur? Ça, faudrait peut-être même le demander à Ludo, mais je pense qu'après, pour comprendre quels sont les engagements en fait de son hôte, par exemple, si on part dans un pays, c'est tout simplement de lui poser les bonnes questions, de retrouver de la sincérité sur de l'échange et de la communication, pour lui poser la question ou tel aspect, et à partir de là, oui, mais ça se fait. là, tu es déjà arrivé dans le pays pour partir, la première étape à faire. Tu veux dire prendre le billet d'avion? Justement, c'est une question très ouverte. Est-ce que voyager en avion est encore durable? Ce débat, il est clairement là. Le bilan carbone d'un voyage, à 90%, c'est le transport. À partir de là, nous, ce qu'on dit plutôt sur l'aspect voyageur, c'est que il faut clairement mesurer aujourd'hui ses choix de déplacement en vacances. Et si on décide en fait de partir, on essaye quand même de faire en sorte de réduire son bilan carbone pour pas partir. Je pars pas une semaine à Bali, quoi. Si je décide de partir dans ces pays-là, je décide de prendre le temps. Après, c'est une vraie contrainte par rapport à des gens qui ont des vacances, des congés payés, etc., etc. Mais aujourd'hui, ça se mesure. Et je pense que dans l'avenir, clairement, par rapport au climat qui est en train de nous... Ce qu'on a eu hier, par exemple, je pense que c'est quand même une conséquence du changement climatique. C'est clair que ça nous pète à la gueule de jour en jour. Et bien, il va falloir forcément qu'on fasse évoluer notre manière de voyager. Et donc, il va falloir qu'on réduise notre bilan carbone. Et notre bilan carbone, pour tous ceux qui sommes voyageurs, majoritairement, il y a quand même beaucoup d'aériens là-dedans, quoi. Et là, il va falloir quand même se poser la question de ce qu'on fait, quoi. Et alors, juste, je te redonne la parole, Ludovic, pour le premier pas. Pour répondre à la question, nous, c'est très simple. Nous créer un profil sur la plateforme, c'est gratuit. Et donc, on devient ce qu'on appelle Twammer. Donc, il y a juste un Twammer propose une ou plusieurs interventions. Le Twamost propose un ou plusieurs lieux d'accueil. Et ensuite, un Twammer peut chercher un Twamost ou un Twamost peut chercher un Twammer. Ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire,
je veux aller sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde entier, donc je propose ça comme intervention, et ensuite je prends contact avec des Toimost en disant, voilà, est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne chez vous ? Ou alors à l'inverse, je suis prof dans une école au fin fond du Cambodge ou même en France, hein, ça peut être, la notion de voyage peut être très proche, c'est pas forcément à l'autre bout du monde. Et donc si un professeur d'une école et autre peut prendre contact avec un Twammer et dire, voilà, j'ai vu que tu proposes une intervention sur telle thématique, je te propose de venir. Et c'est gratuit, tout est gratuit. Ça, c'est la base pour nous. La plateforme est gratuite et doit le rester parce qu'on ne va pas faire payer la petite école indienne comme on ne va pas faire payer le voyageur fauché qui a envie de partager. Et donc ça, c'est vraiment notre objectif. Aujourd'hui, on a permis quelques milliers de connexions entre les Twammers et les Twamost, entre ceux qui veulent partager et ceux qui veulent recevoir. Notre objectif à terme est d'en permettre des centaines de milliers. Après, notre modèle économique passe par d'autres choses qu'on propose autour de ça. Par exemple, on propose aux entreprises l'organisation de team building solidaire. Donc, que ce soit sur une journée localement ou sur une semaine à l'autre bout du monde, on leur propose de rassembler les salariés autour de projets porteurs de sens. Et donc, nous, on coordonne tout. Mais là, par contre, il y a un coût pour l'entreprise. Donc ça, c'est les activités génératrices de revenus pour nous qui ont pour objectif de faire augmenter notre pourcentage d'autofinancement et ne pas dépendre uniquement du mécénat. Mais la plateforme, qui est le cœur de ce qu'on propose, est gratuite et sera toujours gratuite. Et donc, c'est très facile. Il y a juste à créer un profil en allant sur la plateforme. David, même si c'est très spécifique le woofing, le premier pas pour voyager durable, ou peut-être en tant que voyageur toi-même? Alors, dans le woofing en France, parce que nous on s'occupe que de la France, hein, vous pouvez faire du woofing dans le monde entier. Moi, si vous voulez vraiment voyager durable en tant que Français, le mieux c'est de voyager en France. Hein. Il y a plein de coins qui sont vraiment sympas. Vous retrouverez, hein, si vous allez sur le site, vous verrez des descriptions d'annonces de nos hôtes. C'est des petits paradis sur Terre, quoi. Vous allez garder les chefs dans les Pyrénées avec un paysage magnifique. Vous allez faire la culture d'escargots perdu au milieu de la Bretagne. C'est vraiment... Et là, pour ça, il n'y a pas besoin de prendre l'avion. Juste un coup de vélo ou du l'autostop, comme Ludo. Et... Donc là, ça devient vraiment durable. Maintenant, quand vous êtes chez l'habitant, c'est une forme de tourisme qui est complètement différente puisque vous vous acclimatez un petit peu à ce qu'il fait. Hein. Et c'est le but aussi, hein, c'est vraiment ces relations d'échange. Et il n'y a pas d'argent derrière. L'argent, c'est juste l'adhésion à l'association, puisqu'on est association loi 1901. Donc ça nous permet de faire vivre l'association. Mais après, entre votre hôte et vous-même, il n'y a plus d'argent. Donc c'est vraiment une relation non monétaire qui est basée sur des échanges vraiment humains. Donc il ne vous donnera jamais d'ordre. Si vous allez chez lui, il vous dira demain je vais traire les vaches, par exemple. Est-ce que tu veux venir? Alors c'est quand même une autre relation, quoi. Voilà. Juste un tour de parole tous les trois. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on vous parle de tourisme durable? Est-ce qu'il y a des choses où ça sent l'arnaque, où ça sent pas bon ou... Ouais, moi il y a un truc, on n'en parle pas assez je trouve en France, mais dans les pays anglo-saxons ça bouge pas mal. Il y a des grosses dérives sur le volontariat dans les orphelinats. Et moi c'est un truc qui me choque pas mal. Faut savoir que dans certains pays, on vous demande de payer pour être volontaire dans un orphelinat. Et il faut savoir que par exemple au Cambodge, 90% des orphelinats, il n'y a pas d'orphelin dedans. En gros, c'est un business qui s'est créé en se disant oh, il y a une demande en fait des blancs pour venir aider en fait et devenir volontaire dans un orphelinat. Je vais créer un orphelinat, je vais essayer de trouver des enfants et je vais demander aux parents de me filer leurs gosses et de donner de l'argent pour mettre les enfants en fait dans l'orphelinat. Et après, je vais demander de l'argent aux volontaires et en fait, ça va être un business. Et après, je vais leur faire des trucs du genre, on s'en fout, c'est pas l'intérêt quoi. Et c'est hyper choquant quoi. Et en fait, derrière. Et en fait, petit à petit, les volontaires se disent « Ok, ça m'a transformé, moi, ça m'a fait du bien et tout. » En fait, j'ai pas servi à grand-chose, quoi. J'ai appris une chanson aux enfants en français, super, quoi. Et c'est là où il faut vraiment faire gaffe par rapport à ces dérives-là, parce qu'en fait, vous participez à un truc en local qui est hyper négatif. Parce que derrière, y a du trafic d'enfants, ça va très très loin. Et donc, faites vraiment gaffe à ça, vous embarquez pas là-dessus. Il y a des compétences aussi pour travailler justement dans les orphelinats. Tout le monde n'est pas apte forcément à travailler avec des gamins. Et je pense qu'il faut plutôt se dire, ce que je trouve intéressant au niveau de toi, mais au niveau de woofing, c'est qu'on est plus justement dans, ok, c'est une thématique où soit je vais apprendre des choses et je vais venir pour soit renforcer les capacités parce que j'ai une compétence et je vais l'apporter,
et derrière dans l'autre sens aussi. Mais pas juste cette fausse bonne intention. Il faut aller un peu plus loin en fait, dans la réflexion. Donc je dis vraiment faire gaffe à ça parce que... Et là, tu as donné un exemple très précis. Est-ce qu'il y a une manière de résumer toutes les pièges qui ressembleraient à ça ? Je pense à une association qui envoie des cadres pour enseigner le français en Afrique, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Sur les congés solidaires, tu veux Oui. dire ? Tu veux dire Planète Urgence ? Ah, on a J'ai pas le droit de rien dire, pardon. Non, mais oui, clairement. Mais bon, nous, Planète Urgence, on les a contactés. On avait fait des débats justement sur cette question de la limite du volontourisme. Et on leur a dit, mais venez débattre avec nous. Et ils nous ont dit, non, c'est pas vrai, nous, on fait pas de tourisme. Vous envoyez des gens dans des pays, derrière, c'est quand même une forme de voyage et de tourisme. Et en fait, ils n'ont pas le droit de dire que c'est du tourisme parce que sinon, ils sont contre la vision parce qu'ils ont une défiscalisation. Et donc derrière, ils peuvent pas dire que c'est du tourisme, sinon c'est du business et donc ils peuvent pas être défiscalisés. Donc en fait, ils jouent sur ça, mais c'est clairement limite, quoi. Après, il faut toujours faire attention, effectivement, où sont les limites. On parlait de l'exemple des orphelins. Effectivement, là, c'est des excès et il ne faut pas aller là-dedans. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est de décourager l'engagement, ce qui serait vraiment dommage. Et donc c'est là où il faut faire attention de comment on y va, surtout. Moi, j'ai eu l'occasion dans mon tour du monde de voir pas mal d'exemples de volontourisme. J'en ai vu du très positif, comme j'en ai vu du très négatif. Et justement, comment on le reconnaît depuis son bureau derrière Internet en France ? C'est là où c'est pas facile, non, c'est toute la difficulté. Mais c'est arriver à travailler avec les bons interlocuteurs et donc des bonnes associations. Et effectivement, comme on a vu tous, Envoyé spécial par exemple, ils ont fait un reportage qui a cherché à casser complètement le volontourisme en mettant en avant justement cette idée des orphelinats qui créent des orphelins. Donc ça, c'est bien entendu, il faut le condamner. Mais je trouve qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, qui est de décourager l'engagement aussi. C'était pas mon objectif. Est-ce que la solution, c'est pas de prendre un billet d'avion et sur place, de chercher au feeling ? Ça peut être ça. Et c'est facile à trouver dans ce cas de figure ? Toi, tu en as rencontré facilement ? On trouve plein d'associations, il y en a partout des petites ONG. Et donc, nous, sur la plateforme, il y en a plein qui créent des profils tous les jours. Alors après, on a un système d'automodération avec des références. Donc, si quelqu'un est négatif, t'as pas trop envie d'y aller. Si quelqu'un est positif, donc on peut voir comme ça aussi si c'est une structure vers laquelle on peut aller ou pas, quoi. Je te vois acquiescer. Tu voulais dire quelque chose peut-être sur les pièges justement du tourisme durable ou éthique ou responsable ? Par rapport à ce qu'on fait nous, je vois également les systèmes de commentaires marchent très bien en fait. C'est-à-dire que nous, par rapport au woofing, si on va chez un autre, on peut laisser un commentaire comme quoi ça s'est bien passé. Ça peut être la même chose pour tout ce qui est volontourisme. Et ça, c'est vrai que d'avoir des avis des internautes, c'est quand même assez bien. J'ai une question un peu plus large avant peut-être de laisser bientôt la parole au public. Est-ce qu'il y a un lien entre tourisme durable et démocratie ? Ou dit autrement, est-ce que le tourisme non durable capte pas les mannes financières de nous autres, aux Européens ? Sur le sujet lié à la démocratie, nous on a pas mal de débats sur plutôt le tourisme facteur de paix dans certains pays où on pense justement que le tourisme, si on arrive à installer un développement touristique, on va réussir à réduire les conflits parce qu'en fait, logiquement, on s'attaque moins aux touristes, logiquement, sauf... Mais on a des vrais débats sur cette question du tourisme facteur de paix. Et après, je pense que derrière le tourisme et dans ces pays-là, le tourisme permet aussi derrière de renvoyer un côté d'entrepreneuriat auprès des populations locales pour justement pousser, trouver des solutions, etc. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de travailler sur l'Union des Comores, qui a eu une série de coups d'État dans tous les sens depuis 20 ans. Et justement, ils veulent amener une politique touristique en intégrant ces engagements en matière de développement durable, mais aussi de préservation de l'environnement et de leur espace naturel qui est exceptionnel.
mais il y a plein de braconnage encore sur les tortues et autres. Encore dernièrement, là, il y a Sea Shepherd qui a balancé un truc sur Mayotte. Et en fait, le fait d'amener du tourisme peut permettre justement de trouver des solutions parce qu'on va ramener en fait un développement économique qui peut être inclusif, c'est-à-dire qui peut amener justement les populations locales à prendre la main en fait là-dessus. Et c'est là où il y a des formes de tourisme. Par exemple, il y a une forme qu'on appelle dans le jargon un peu professionnel le tourisme communautaire ou community-based tourism, qui est du tourisme qui est géré par les locaux, par les habitants. Et c'est eux qui vont vraiment manager leur propre développement touristique et savoir comment gérer les flux, etc. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on reprend en fait la main, et c'est les locaux qui reprennent la main en fait sur leur propre choix et développement touristique et qui vont capitaliser sur leur patrimoine, sur leur richesse. Et c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur, dans les grands groupes principalement. Et c'est là où on en vient à la grosse problématique qui est toujours l'argent. Dans des pays, souvent, ils vont dire on va faire venir les gros investisseurs parce qu'ils vont ramener des gros billets, parce que je vais pouvoir faire de la corruption et ça va être super. Et c'est là où il faut arriver à trouver d'autres modèles. Mais la problématique, elle est souvent liée au fric. On l'a vu en Égypte et en Tunisie, le tourisme n'est pas un modèle pérenne, en fait, économiquement parlant. Est-ce que toi, Ludovic, dans tes 5 ans, dans tes pays, est-ce que tu as vu un lien entre démocratie et tourisme durable ou avec ta petite... Oui, après c'est aussi lié au développement économique du pays et à la stabilité du pays. C'est surtout la stabilité du pays qui fait que les gens vont y aller et tout ça c'est lié effectivement. Plus il va y avoir de développement économique, plus il va y avoir de tourisme, plus il va y avoir de démocratie. Tout ça, ça va ensemble effectivement souvent. Ah, il n'a pas l'air d'accord, notre ami David. La démocratie c'est un bien grand mot aussi, donc il faut faire attention un petit peu à comment tu vois la chose, mais... c'est clair que de voyager dans des pays, ça va amener plus de vision de ce pays-là par rapport à d'autres personnes, et ça peut amener une certaine démocratie. Maintenant, il y a des pays qui sont beaucoup visités, et malgré ça, c'est pas des pays démocratiques. Donc, il y a un gars qui a essayé de forcer énormément des destinations comme ça, qui s'appelle Maurice Freund, que vous devez forcément connaître, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelait Point Afrique. Et si je peux vous conseiller aussi son bouquin, qui était d'ailleurs préfacé par Pierre Rabhi. Et en gros, il explique toute sa carrière où il a essayé de pousser des destinations principalement sur le Maghreb pour développer de l'aérien, des vols en fait vers des destinations très secondaires dans des pays du Maghreb, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, pour justement pousser en fait des groupes à partir là-bas parce qu'il savait le poids très important, pas juste économique mais aussi très social en fait du tourisme dans ces pays-là. Et là il a, je ne sais plus quel âge il a. Il est vieux. C'est un ancien. Il est reparti encore en Mauritanie pour essayer de réouvrir encore une destination. Et donc, normalement, à Noël, là, il y aura un premier voyage qui va repartir en Mauritanie. Et voilà, il fera ça jusqu'au bout de sa vie. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui essayent de pousser réellement parce qu'il y a beaucoup d'habitants, de populations locales qui attendent au final de revoir des touristes avec la manne financière, mais pas que, ça va beaucoup plus loin que ça. Et son bouquin, il explique bien là-dedans. David, toi tu es président de Woofing France, mais il y a du woofing partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, le woofing dans le monde? Est-ce que c'est plutôt dans les pays dits démocratiques ou un peu moins? Ouais, c'est principalement des pays démocratiques. Bon, on parlait de l'Afrique, ça se développe pas mal en Afrique en ce moment. Maintenant, on peut très bien aller faire du woofing dans des pays où il n'y a pas d'organisation nationale, comme en France, où il va y avoir 5-6 fermiers, et puis là, vous pouvez partir chez ces personnes-là. Mais on peut faire du woofing dans le monde entier, c'est clair. Et avant de passer la parole au public, j'ai une question dans l'air du temps, dont j'aimerais avoir une réponse courte mais assez précise. Est-ce que Airbnb, c'est du tourisme durable? Chacun votre tour, allez-y. C'est une utilisation d'une ressource existante et qui n'a pas forcément des conséquences négatives. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas le considérer comme tourisme durable. Tu peux être pas d'accord. Hein. Non, c'est pas ça, mais Airbnb France est venu nous voir chez ATD il n'y a pas très longtemps pour adhérer à notre association. Et il y a eu un gros débat dans le conseil d'administration pour savoir est-ce qu'on les accepte ou pas. Clairement, il faut les intégrer parce qu'on doit, s'ils adhèrent, c'est-à-dire qu'on peut les faire bosser sur ces engagements en matière de développement durable.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb Monde a publié une étude sur l'impact environnemental d'Airbnb et ils expliquent en fait qu'ils ont un impact environnemental moindre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne construisent pas d'hôtels. C'est logique, quoi. Mais tu disais tout à l'heure dans ta première intervention que le tourisme durable correspondait à la vision de développement durable avec les 3 piliers. Est-ce que socialement, Airbnb n'est pas en dehors des clous ? Je pense que leur plus grosse problématique n'est pas socialement, mais économiquement. Oui, enfin j'ai dit social, mais tu as raison, économique. Non, mais sur le pilier économique, bien sûr qu'ils sont à la rue. Ils sont à la rue parce qu'ils font de l'optimisation fiscale à fond, parce que ça provoque un vrai problème dans certaines grandes villes, avec forcément l'augmentation des loyers, et donc des gens qui sont obligés de se barrer pour aller se loger ailleurs. On voit les impacts sur Berlin, sur Venise, sur Barcelone, et là, ils ont un vrai rôle aujourd'hui à trouver des solutions. On voit que là, hier, a été décidé un décret anti-Airbnb à partir du 1er décembre pour pousser tous ceux qui veulent accueillir en fait des hôtes à s'enregistrer au niveau de la mairie de plus de 200 000 habitants en France. Voilà, c'est clair qu'ils vont commencer à avoir des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, nous, on voudrait bien les accompagner pour trouver des solutions ensemble sur l'ensemble des 3 piliers de développement durable. David, sur Airbnb ? Alors Airbnb, pour moi au début c'était une bonne chose, puisque c'était vraiment tu accueilles chez toi, en fait, c'est vraiment ta maison principale quand tu t'en vas. Donc c'était une très bonne façon de voyager. Maintenant, il y a un dévoiement, clairement, il y a des gens qui achètent des appartements ou des maisons et qui font que les vendre, que les louer. Donc là, on n'est plus du tout dans ce tourisme. Et est-ce que l'un ou l'autre, vous avez des alternatives à Airbnb ? Je pense au couchsurfing ou des choses comme ça. T'en as où t'as juste exactement la même boîte française qui s'appelle Bedi Casa, qui est montée par Magali Boisseau et qui est basée à Montpellier, quoi. Le redire tout doucement pour qu'il y ait... Bedi Casa. Voilà, donc c'est une start-up française qui s'est créée avant Airbnb. Mais le gros problème par rapport à un Airbnb ou d'autres acteurs qui deviennent très gros, c'est qu'ils lèvent des fonds auprès de VC, de venture capitalistes. Et donc derrière, en fait, on va avoir une pression très forte sur la rentabilité à court terme. Et en fait, la problématique majeure, pour moi, elle est là. Elle est de savoir comment on fait avec les actionnaires qui veulent de la renta à très court terme pour essayer de prolonger ça, pour pouvoir prendre le temps de pouvoir développer du capital et de la richesse qui n'impacte pas forcément sur le business model, qui était une très bonne idée au départ. Super. Est-ce que vous avez des questions tout de suite, maintenant ? Bonjour, j'ai pas compris le nom de l'association. C'est Woofing. Woofing. C'est WWOOF. D'abord, une remarque. Par exemple, je viens de Berlin et là, entre-temps, ça interdit Airbnb parce que ça posait trop de problèmes. Et notre solution, peut-être en France ou partout, c'est guest to guest. C'est des échanges entre maisons. Là, on sait vraiment que c'est entre les... Et ce que je voudrais savoir en plus, qu'est-ce que vous pensez justement des croisières, les grands bateaux ? Parce qu'à mon avis, aussi pour l'avion, pour faire du tourisme durable, à mon avis, il ne faut pas prendre l'avion. Et qu'est-ce que vous pensez des bateaux, des grands bateaux ? Sur Guest to Guest, c'est bien, start-up française et tout ça. Ils viennent de lever 33 millions d'euros. Je me pose la question, maintenant qu'ils ont levé 33 millions d'euros, est-ce qu'ils ne vont pas avoir ce risque non plus sur les VC qui donc vont pousser aussi Guest to Guest à avoir un vrai modèle économique de rentabilité forte ? Ça, c'est la question Guest to Guest. Mais Emmanuel Arnaud fait un super taf, ça c'est clair. Sur la question des grands bateaux de croisière, où aujourd'hui c'est des villes, hein, c'est 5000, 6000 personnes sur un bateau. Il y a des gros impacts environnementaux aussi sur les grands bateaux. Et le gros souci qu'on a sur les bateaux, pour nous, sur la question du développement durable, c'est que l'impact économique dans les pays qui sont visités sont ridicules. C'est quelques centimes par personne. Parce que tout le monde ne descend pas sur les bateaux, parce que les dépenses sont ridicules. Et surtout, l'approvisionnement se fait tout au départ. Il n'y a aucun approvisionnement qui est fait sur les stops. Et donc derrière, en fait, le pilier environnemental, il n'est pas bon. Le pilier économique, il n'est pas dingue. Bonsoir. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, je crois. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans une agence de voyage réceptive au Chili et ensuite au Costa Rica. Bon, Costa Rica connu pour être un pionnier en écotourisme. Bon, bien sûr, c'est beaucoup de marketing et un peu de vérité. Bon, moi, voilà, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Mais nous, on vendait des voyages. En fait, la problématique principale,
moi, le tourisme durable, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc, j'ai essayé un peu de pousser ça dans mon agence. J'étais pas du tout responsable ou quoi que ce soit. J'étais une vendeuse comme une autre, une conseillère voyage, comme on dit. Et en fait, le principal problème, c'est que, en fait, j'en vois deux. Déjà, les gens voient ça comme une option beaucoup moins confortable. Comme une option beaucoup moins confortable potentiellement. Et donc ça, c'est du côté des touristes, des voyageurs, disons, et du côté des tours opérateurs. Nous, on avait beaucoup de mal à le vendre parce que, comment dire, soit on faisait payer ça cher et les gens ne comprenaient pas pourquoi, parce que c'était des chambres chez l'habitant, ou soit... Enfin, comment dire, les gens considèrent que ça ne doit pas coûter cher. Et du coup, du côté des locaux, de ceux qui, comment dire, c'est difficile de vivre du tourisme durable, en fait. Enfin, nous, en tant qu'agence, c'était difficile de se centrer sur le tourisme durable parce que c'était un peu compliqué de justifier un certain prix, en fait. C'est clair qu'on a des stéréotypes d'image sur cette notion de tourisme durable, hein. C'est clair et net. Nous, chez ATD, on en a conscience de ça, et l'idée, c'était justement de casser cette image-là. On a lancé une web-série avec des blogueurs là, sur YouTube pour justement montrer que le tourisme durable, au final, c'était pour tout type de touristes, quoi. C'était pour des familles, c'était pour... on pourrait faire quelque chose d'assez haut de gamme, on pouvait faire plutôt je sais pas, des sports extrêmes dans les Vosges, entre potes, enfin, on pouvait tout faire, quoi. Mais simplement, après, il y a des choses. Donc il y a clairement des gros stéréotypes d'image qui sont moins de confort, c'est cher, on dort dans les arbres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, aujourd'hui, la notion de tourisme durable, développement durable, en fait, dans le secteur du tourisme, c'est pas un critère principal d'achat pour le consommateur. Sur les études qu'on a, c'est le 7e critère d'achat par rapport à le prix, la destination, la sécurité, etc., puis le développement durable. Et c'est là où en fait il faut prendre conscience que les gens ils vont pas venir pour ça, ils vont venir pour l'expérience, pour la rencontre, pour le côté hyper naturel et les espaces naturels que tu peux retrouver au Costa Rica. Et c'est ça en tant qu'opérateur qu'il faut valoriser et mettre en avant. Et en fait, le côté engagement en matière de développement durable va servir la qualité de l'expérience. Et ça, c'est notre vision. C'est qu'il ne faut pas forcément en faire tout un pataquès au niveau communication, mais ça va participer en fait à l'expérience du client. David, on n'a pas abordé la question. Quand on est woofer, ça nous coûte de l'argent. Alors, comme je disais, donc, pour woofer, il faut... Donc, pour devenir woofer en France, vous devenez membre de l'association. Donc, ça vous coûte 25 € à l'année, de date à date. Et puis après, une fois que vous êtes woofer, vous n'avez plus aucun frais financier, en fait. Pour nos hôtes, en fait, ceux qui vous reçoivent, donc que ce soit les paysans, en fait, et ils payent 35 € à l'année, et c'est pareil, ils reçoivent autant de woofers à l'année qu'ils veulent. Voilà. Et globalement, sur combien tu as dit de woofers qui partaient Donc cette année, donc ça fait 10 ans que l'association existe en France. Tous les ans, il y a de plus en plus de volontaires et d'accueillants. Cette année, on avait à peu près 12 000 woofers en France, avec à peu près 1600 hôtes qui sont sur tout le territoire national. Et j'imagine que la question est un peu naïve, mais le taux de satisfaction des woofers? Alors là, c'est un peu le... On va dire, on gère des plaintes, puisque c'est quand même très subjectif. Les gens vous ouvrent leurs portes, donc il se peut très bien que ça se passe très bien avec les 3 woofers qui sont passés avant, et puis avec vous, ça se passe pas bien parce que vous n'avez pas des caractères qui s'entendent. Donc ça, on le gère pas, on le gère difficilement. Par contre, on a des plaintes qui concernent soit l'accueil, ce sont des gens qui sont pas ouverts pour transmettre, qui sont plus là pour avoir de l'aide. Ou alors, quand ils vous accueillent, ils vous mettent dans une chambre qui est dégueulasse. Donc tout ça, c'est des choses qu'on gère au niveau de l'association, et donc c'est généralement des points faciles à gérer. Maintenant, c'est des relations humaines. Vous allez chez quelqu'un pendant 3 semaines, par exemple, si vous n'entendez pas avec la personne, il faut partir. Il n'y a pas de contrat. Chacun arrive, on se met au point avant, on appelle l'autre, ou alors on communique par email. On dit ce qu'on veut faire, l'autre vous dit ce qu'il veut faire, et puis
puis c'est parti. Moi, j'ai une petite question. En étant étudiante en hôtellerie, je me pose la question si on peut vraiment allier le luxe et le tourisme durable à long terme. Et je suis en pleine recherche pour un stage, on va dire, à l'étranger, mais avec un hôtel qui va être plus regardant au niveau de l'écologie, mais qui allie aussi un côté confort. Est-ce que vous connaissez des grands groupes où je peux me fier, parce que c'est assez confus sur Internet et on tombe vite dans comme on parlait tout à l'heure, dans un peu du côté très marketing de la chose et tout ça. Donc, est-ce que... Des hôtels comme Six Senses en Asie, voilà, sont des groupes qui sont très engagés sur les engagements en matière de développement durable, très basés en Asie, avec des superbes hôtels. Si vous allez sur le site de Six Senses, vous allez vite envie de vous barrer, je pense. C'est un risque, ça coûte un peu cher. Après, il y a des palaces parisiens qui s'engagent. Nous, on a travaillé avec le Shangri-La à Paris, par exemple, sur toute leur démarche RSE. Je crois que même la majorité des palaces parisiens ont intégré aujourd'hui cet engagement en matière de développement durable pour justement trouver des vraies solutions. Et c'est presque plus simple au final pour eux parce qu'ils ont aussi les moyens de rechercher des innovations au service d'un développement durable. Six Senses en Asie, Lux Hotel fait aussi quelques efforts sur ces engagements-là. Amérique latine, je connais un peu moins. Voilà. Une autre question ici ? Vous parliez de l'engagement des grands acteurs du tourisme. En fait, ma question, c'est vous qui travaillez du coup avec Guillaume, c'est ça ? Oui. Vous qui travaillez avec donc les gros porteurs du tourisme. Méchants. Oui. Est-ce que c'est vraiment un engagement vers le développement durable ou est-ce que c'est pas des efforts déployés par ces gros porteurs tout simplement parce qu'ils sont contraints, parce que la législation est en train de changer et que finalement ils n'ont pas le choix ? Plus ou moins. La législation aujourd'hui, elle est assez faible en France sur ces notions d'engagement en RSE, parce qu'au final, le seul article qu'on a, c'est l'article 225 de la loi Grenelle 2, qui pousse l'ensemble des entreprises qui ont plus de 500 salariés à faire des efforts sur les engagements sociaux et environnementaux. Et en gros, s'ils ne le font pas, il n'y a rien. Donc ils n'ont pas de taxes ni rien. Donc, l'engagement, il n'est pas dingue, quoi. Mais je pense qu'il y a une anticipation. Et je pense que pour moi, c'est pas du greenwashing leur engagement parce que ça leur coûte cher et il y en a très peu qui en font une vraie marque de différenciation au niveau marketing, quoi. Et limite, je vous invite à lire le dernier bouquin de Tristan Lecomte qui a développé un projet qui s'appelle Pur Projet, que je pense que vous connaissez aussi chez Kaizen. C'est le gars qui a créé la marque Alter Eco de commerce équitable. Et en gros, il accompagne beaucoup d'acteurs dans plein de secteurs, Nespresso, etc. Et il fait ce qu'il appelle de lean setting. En gros, c'est de la compensation carbone sur des programmes de reforestation qui vont rentrer dans la supply chain, dans la chaîne de valeur en fait, de l'entreprise. Donc pour Nespresso, il va soutenir des caféiculteurs pour replanter à partir du bilan carbone. Et il travaille avec le groupe Accor justement là-dessus. Et vu tout l'engagement... Aujourd'hui, le groupe Accor, par exemple, mais je crois, depuis qu'ils ont commencé le programme, ils ont mis 4 millions ou 5 millions d'euros sur de la reforestation. Je pense que si c'était du greenwashing, ce serait un peu débile parce que ça coûte quand même bonbon, quoi. Une autre question ici. J'ai une autre question ici. Bonjour. Moi, j'aurais voulu avoir votre avis sur des sites comme Helpix ou Workaway qui ont un peu dérivé le système que vous avez chez Woofing aujourd'hui, puisque c'est surtout des fermes d'agriculture biologique, alors que sur ces sites-là, aujourd'hui, on retrouve un petit peu plein d'autres secteurs d'activité. Alors, ce qu'il faut savoir, le woofing, c'est vraiment mettre en valeur l'agriculture biologique pour faire un peu évoluer les mentalités des urbains et des citadins et d'autres personnes pour avoir vraiment une découverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays a des lois du travail qui sont différentes. Si vous allez faire du workaway en France, par exemple, et que vous vous retrouvez dans une ferme équestre, et s'il y a un contrôle, vous ne serez pas couvert. Vous ne serez pas couvert du tout, tout comme votre hôte. Et c'est du travail un peu gratos, quoi. Il n'y a pas nécessairement une envie de transmettre de savoir, c'est juste avoir du monde à la maison pour aider, quoi. Donc on peut très bien être plombier puis avoir un workawayer qui vient et puis qui vient vous aider à faire de la plomberie.
Maintenant, le woofing, c'est pour ça, beaucoup de monde nous disent, mais ce serait bien d'avoir une participation pour l'ensemble du monde. C'est-à-dire que si vous voulez aller faire du woofing en France, vous payez 25 €. Si vous voulez aller faire du woofing en Nouvelle-Zélande, vous allez payer 30 €. Donc à chaque fois que vous allez faire un pays, vous allez payer. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans chaque pays, ça développe l'organisation locale. On travaille avec beaucoup d'autres associations. On essaye de monter des projets dans l'agriculture biologique. Comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de personnes qui partent faire du woofing en séjour découverte, pendant 2-3 semaines pendant leurs vacances. Maintenant, on a de plus en plus qui partent faire du woofing pour se former. Donc, à la suite d'une formation en woofing pendant 1 an, par exemple, nous, on va les mettre dans des couveuses. Donc là, on va vraiment les installer en tant qu'agriculteurs biologiques. Donc, c'est là la grosse différence entre le woofing et des autres sites, c'est qu'on essaye de pousser l'agriculture biologique en réinvestissant les fonds de nos membres pour promouvoir cette agriculture, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que LPX ou Workaway ont beaucoup de membres. Maintenant, au niveau du cadre légal, je ne sais pas comment ils se débrouillent, quoi. Franchement. Merci. J'ai une autre question ici. Merci. Bonsoir. Donc, je m'appelle Danila. Donc, j'aimerais partager une expérience et un point de vue. Donc, je vais lancer des visites écolo-urbaines cet été à Paris. Donc, l'idée, c'est de faire visiter Paris sous l'angle de la consommation responsable. Et il se trouve que j'ai été responsable développement pendant plus de 10 ans chez Accor et Pierre et Vacances. Et aujourd'hui, si on me demandait de citer des exemples d'acteurs touristiques dans le développement durable, je ne pense pas que ça me viendrait à l'idée de les citer. Et donc je remercie le modérateur d'avoir, à un moment donné, posé la question sur le lien entre tourisme durable et démocratie. Et voilà, je pense qu'on est encore loin du jour où les fonds d'investissement se sentiront concernés par cette problématique. Et aujourd'hui, on est aussi encore assez loin de je place l'humain et l'environnement au centre de mes décisions. Voilà, je voulais juste faire vous partager ce point de vue. Justement, j'ai une question, on ne l'a pas évoquée, sur les greeters, donc le tourisme urbain. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut évoquer cette forme de tourisme ? Pour ceux qui ne connaissent pas les greeters, donc les greeters sont des habitants ambassadeurs principalement de villes, mais c'est en train de se déployer un peu partout. Donc à l'origine, ça a été déployé à New York. Et après, c'est venu en Europe par Bruxelles, par Nantes. Et donc, vous avez les greeters de Paris qui s'appellent Parisiens d'un jour. Je crois qu'ils s'appellent toujours comme ça, j'imagine. Et en gros, l'idée, c'est que c'est des habitants qui adorent leur ville et qui veulent faire partager pendant un petit moment à des touristes qui sont de passage un quartier de leur ville qu'ils aiment bien. Donc, c'est complètement bénévole, gratuit. Et ça se développe pas mal. Souvent en lien avec les offices de tourisme en France. Et les offices de tourisme essaient justement de porter ça aussi parce qu'ils savent qu'on est dans un boom de ce qu'on appelle le tourisme un peu expérientiel et la rencontre, et les gens cherchent ça aujourd'hui. Donc les habitants redeviennent aussi des ambassadeurs de leur destination touristique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui tourne plutôt pas mal. Et après, il y a toutes les dérivées aujourd'hui sur toutes les plateformes de mise en relation entre les touristes et les guides locaux, qui sont pas forcément des guides assermentés, et il y a des gros débats en fait autour de ça, parce que c'est juste des gens lambda qui sont là et qui aiment bien un sujet et qui vont partager, et parfois sur ces plateformes de mise en relation, il y a des choses qui sont payantes, et ce n'est plus gratuit comme chez les greeters. Une question ici. Alors, c'est pas tout à fait une question, mais plutôt une remarque. J'espère qu'il n'apparaîtra pas trop déconnecté de ce que vous dites, parce que je suis arrivée un peu par hasard à cette conférence, et du coup, quand je vous ai écouté, que ça m'inspire un peu spontanément, c'est de me dire que, déjà, on peut remarquer qu'en France, il y a de plus en plus de familles qui ne peuvent pas partir en vacances tout court. Donc je suppose que les principes du tourisme durable et alternatif doivent aussi pouvoir les concerner. Alors peut-être que vous avez des idées sur la question, mais il me semble que ça n'a pas été particulièrement abordé. Alors qu'est-ce que ça me fait penser de plus en plus de familles qui ne peuvent pas partir en vacances ? C'est que
notre rapport au travail, il a aussi changé. Et au final, notre façon de partir en vacances et de planifier nos voyages dépend aussi de notre façon de travailler. On remarquera qu'à une époque, on parlait de vacances low cost, de tourisme de masse, et maintenant, c'est plutôt le travail qui est low cost. Il y a de plus en plus de gens qui sont mal payés, ils sont pressés dans leur boulot. On a les congés sont, on va dire, des fois, effectivement, comme on est pressé au boulot, il est difficile de s'imaginer qu'on partira en vacances et qu'effectivement, on aura moins de confort, ou qu'on prendra des vacances pour partir en cargo pendant des mois, etc., alors qu'on n'a pas autant de vacances. Et du coup, pour moi, pour être exigeant dans notre façon de voyager, il faut être aussi exigeant dans notre façon de travailler ou de considérer le travail. C'est ce que m'inspire spontanément, ce que j'entends. Et du coup, ça me permet aussi de le lier à l'actualité, puisque en ce moment, on est en train de se négocier effectivement les conditions du travail. Et donc, voilà. Moi, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que le tourisme durable est accessible à tout le monde ? Sur la notion d'accessibilité du tourisme pour tous, parce que c'est quand même une question qui est importante. Là, il y a un chiffre qui est sorti qui montre que environ seulement 45% des Français vont partir en congé cet été. Donc on a clairement une problématique d'accessibilité du tourisme pour tous en France. Ce chiffre baisse ou est très stagne, mais par rapport à il y a 10 ans, il a baissé. Donc il y a des vrais enjeux là-dessus. Les acteurs du tourisme social, comme on dit en France, sont beaucoup en crise. Les acteurs traditionnels, et c'est un vrai enjeu. Après, il faut bien comprendre que cette notion d'accessibilité du tourisme pour tous et du tourisme social en France est très française et francophone. Quand on va parler de... Par exemple, on pourrait essayer de parler de social tourism en anglais au Royaume-Uni, ça n'existe pas, quoi, ou aux États-Unis, parce qu'en fait, eux, ils ont une vision plutôt de bas coût et d'accessibilité par le prix, alors que nous, on va être plutôt par l'aide et par les chèques vacances et par l'accessibilité. Donc c'est clair que c'est un enjeu majeur. Il faut un vrai soutien aujourd'hui de ces acteurs-là traditionnels, qui est aussi lié aux colonies de vacances, aux centres de séjour pour jeunes, etc. Après, sur la question du tourisme durable et de l'accessibilité financière, il faut savoir qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont à la fois sur l'engagement, mais aussi sur un modèle économiquement bas. Vous avez un hôtel à Paris qui s'appelle le Solar Hotel, c'est 89 € la nuit. C'est quand même accessible par rapport à Paris pour un hôtel qui est très engagé en matière de développement durable. Donc ça existe, quoi. Il y a des solutions. Est-ce que le woofing est une réponse à un tourisme à bas prix ? Combien de temps on travaille quand on fait du woofing ? Alors c'est pas du travail, on va bien différencier la chose. C'est une aide. Généralement c'est 2 semaines. Les hôtes aiment bien avoir les woofers à la maison pendant 2 semaines pour qu'ils voient vraiment l'ensemble des tâches qui est faites sur la ferme. Maintenant, on a des woofers qui restent 1 an. Et il y a un minimum de temps à travailler par jour ou... On ne parle pas de travail. Ouais, mais j'aime bien revenir. Donc, les activités, on a fait une charte. C'est à peu près 4 heures d'aide par jour. Maintenant, il y a des personnes qui reçoivent des woofers juste pour avoir de la compagnie. Donc, il se peut très bien que vous aidiez 1 heure par jour ou vous aidiez même pas. Et puis, il y a d'autres fermiers qui sont là pour que vous les aidiez aussi. Et donc, en fonction du profil que vous allez rechercher chez les autres, vous pouvez très bien, si vous avez un profil de formation, vous n'allez pas regarder sur les heures, quoi. Donc, c'est vraiment fluctuant. J'ai une question qui a été évoquée tout à l'heure, je vous donne la parole, sur l'écotourisme. Quelle est la frontière entre écotourisme et tourisme durable ? La définition officielle, c'est simplement que l'écotourisme en fait est une forme de tourisme durable en milieu naturel protégé qui contribue à la protection de l'environnement, mais aussi contribue au bien-être des habitants. Parce que si tu protèges juste l'espace protégé, que tu mets des barrières, les habitants, au bout d'un moment, ils auront aussi envie de prélever sur cette nature-là. Il y a eu pas mal d'erreurs justement sur la préservation environnementale dans certains parcs en Afrique, par exemple, où on est venu, on a mis des barrières, des fils barbelés. Mais tu as des Maasai, par exemple, qui continuaient à prélever sur la nature pour vivre. Et c'était leur propre vie. Et donc, il y a un vrai équilibre aussi à trouver. Mais l'écotourisme, de manière assez sémantique, c'est lié à ça. C'est le tourisme durable en milieu naturel protégé, quoi. D'accord. Une question ici ? Oui, moi, je voulais revenir sur l'accessibilité du tourisme durable. On a parlé en termes financiers, mais
Pour ceux qui découvrent le concept, je trouve qu'un des enjeux du tourisme durable, c'est aussi la communication qu'on en fait, enfin l'accessibilité à l'information en fait. Quelle information est véridique et quelle information est faussée et où est l'information. Je ne sais pas ce que vous avez à en dire. Non, mais tu vas avoir des labels aujourd'hui qui existent sur les opérateurs, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les tour opérateurs qui s'engagent. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as, un peu comme dans le business du bois, où tu vas avoir plein de labels différents, et au-dessus, tu as un accréditateur qui s'appelle FSC dans le milieu du bois, qui s'appelle GSTC dans le milieu du tourisme, qui veut dire Global Sustainable Tourism Council, et qui va dire écolabel européen, je valide, clé verte, je valide, ça je valide pas, ça je valide pas. À partir de là, on peut faire le point sur quels sont les labels qui sont validés à l'échelon international. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans les labels parce que ça coûte cher, parce qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt, et qui pour autant sont hyper engagés. Et c'est là où moi je dis, posez-leur la question. Et vous verrez sur la sincérité de la réponse si vous pensez que c'est bien ce qu'ils font ou pas. Et de renouer tout simplement le contact et pas simplement regarder le label et dire ok ça c'est bon, mais voilà, poser des bonnes questions. Et c'est là où il faut peut-être aller plus loin que ce qu'on appelle nous les OTA dans le milieu, donc les agences de voyage en ligne, mais d'aller directement à la source sur le réceptif, sur l'hébergeur pour lui poser les bonnes questions et pas essayer de pas forcément faire la facilité qui est de comparateur, j'achète. On arrive proche de la fin, j'ai une question pour vous trois. Est-ce qu'en fait, la clé du tourisme durable, c'est pas le temps et le temps lent, ce qu'on appelle le slow tourisme? Ludovic, peut-être? Moi, c'est sûr qu'avec mon expérience de 5 ans autour du monde, ma notion du temps a complètement changé. C'est vrai que moi, je sortais d'une école de commerce, j'avais un master en école de commerce, et puis dans cet environnement où chaque minute doit compter, et partir sur un tour du monde en stop, j'ai cassé tous ces codes-là. Et après, on a une notion du temps complètement différente. Je passais des heures à attendre dans les stations-service, à faire du stop. Mais en étant tout à fait calme par rapport à ça. Et ça a changé complètement ma vie, quelque part aussi. C'est une façon aussi d'apprendre à profiter du moment présent et ne pas être dans la vitesse, à toujours la rentabilité de chaque minute, etc. Donc oui, moi je donne beaucoup d'importance à prendre son temps pour découvrir, pour apprécier les petites choses, les belles petites choses de la vie. Ouais. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, la notion de rapport au travail. Aujourd'hui, on est dans une société où on a, entre guillemets, besoin de travailler. Comment on prend son temps dans cette société? Après, rien n'oblige d'aller travailler dans une entreprise qui va te presser, etc. Il y a 1000 opportunités, 1000 possibilités de prendre du recul par rapport à ça, de faire un boulot. Tu peux te mettre en entrepreneur et travailler moins si tu le souhaites, tu gagneras moins. Certes, il faut réussir à être heureux en gagnant moins et c'est tout à fait possible. Donc chacun est libre, c'est ça la beauté de ce monde. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et comme il le souhaite. Alors David, j'ai bien compris qu'on ne travaille pas au woofing. Est-ce que le temps lent est la solution du tourisme durable? Moi, je rejoins vraiment Ludo, ouais, c'est clair. On voit pas mal de projets qui se montent chez nous, des woofers qui font le tour du monde, le Tour de France en vélo, par exemple, ou qui vont se balader avec une botte de paille sur les épaules pour montrer un petit peu l'éco-construction. Maintenant, il faut du temps. Voilà. Donc, comme dit Ludo, soit on s'adapte, soit on prend une année sabbatique, ou alors 6 mois sabbatiques, ou alors on trouve des moyens de travailler qui sont moins impactants sur la vie de tous les jours, quoi. Moi, beaucoup de gens me disent, mais 5 ans, mais c'est énorme. Je dis, si je vis 100 ans, ça sera que 5% de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure? Moi, je ne trouve pas que ce soit énorme. C'est une question de point de vue. Mais après, la population française fait 1% de la population du monde. Moi, ça me semblait tout à fait logique et nécessaire de connaître un petit peu mieux les 99 autres pourcents. Et pendant que tu as le micro, avant que tu le reprennes, j'ai toujours une question sur la réintégration. Comment ça se passe, la réintégration en société? Alors, moi, j'ai pas eu trop de problèmes parce que j'ai toujours été clair dans ma tête que ce tour du monde était une étape de ma vie, entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. J'aime dire que ce tour du monde était mon doctorat de la route,
où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais ils étaient au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau, et tous avaient quelque chose à m'apprendre. Donc j'avais eu mon master en école de commerce, et ça c'était mon doctorat d'auto-bateau-stop international. Et donc voilà, c'était pour moi une véritable suite des études. Ça a été clair dans ma tête. Au début, j'étais pas parti pour 5 ans, j'étais parti pour 2 ans. Puis après, je me suis dit que j'avais plus à la fois à apprendre et à apporter, parce que j'ai fait aussi différentes choses. Et je me suis dit que finalement, 5 ans, c'était pas beaucoup. Alors après, il fallait trouver aussi une activité qui me permettait de pouvoir avoir une transition bien, quoi. Donc j'ai eu la chance, j'ai travaillé après pendant 5 ans dans une ONG où je voyageais 10 à 15 jours par mois dans des pays qui venaient de sortir de guerre, à utiliser le sport au service de la paix. Et donc ça a été une bonne transition aussi, ça a aidé. Et puis je me suis marié avec une femme aussi panaméenne, donc c'est un voyage quotidien. Guillaume, sur le temps lent, le slow tourisme. Sur le temps, il y a 3 points. On parlait de la rentabilité rapide. Je pense que c'est très lié au slow et je pense que ce serait important d'essayer de voir comment on pourrait trouver cette solution parce que c'est un vrai problème à mon avis. Sur le slow tourisme, tu as un vrai boom actuellement du tourisme d'itinérance en France. L'itinérance douce, le voyage à vélo, on le voit sur la Loire à vélo, la Via Orona et tout ça, Saint-Jacques-de-Compostelle, ça cartonne, quoi, ça explose. Et après, cette notion du temps aussi, pour moi, elle est importante par rapport à quelque chose qui est où là, on doit retrouver justement du temps, prendre le temps. C'est pas forcément d'avoir des voyages très longs, parce que tout le monde n'a pas forcément beaucoup de congés payés ou la capacité de le faire. C'est de se dire, même si on a très peu de temps, c'est pas forcément d'aller à droite à gauche, courir après son image perçue auprès de sa communauté et d'envoyer des snaps et des Instagram stories, mais c'est d'essayer d'être sincère envers soi-même pour savoir ce qu'on veut vraiment de son voyage. Merci. J'ai 2 dernières questions. C'est pas une question en fait, c'était quelques remarques, mais j'attendais que les questions passent. Avant toute chose, je voulais dire à la personne qui cherchait des hôtels engagés, tu devrais regarder, si tu parles espagnol, tous les écologes en Amérique latine. C'est souvent des écologes de luxe. Et notamment, je pense à Inca Terra au Pérou avec un K, et Napolodge, je crois que c'est faire sur une demi-journée ou une journée complète, aller sur les bateaux avec les pêcheurs pour qu'ils leur montrent leur mode de vie, etc. Et après tout son exposé où elle expliquait toute son activité, ma responsable lui a juste dit non mais nos clients ils veulent pas ça. Donc moi je suis convaincue, on parlait des hôtels et tout, dans ce secteur-là, je pense qu'en effet ça peut être rentable le tourisme durable, mais je pense que du côté des tours opérateurs, il faut vraiment une conviction, il faut créer l'offre pour qu'on ait la demande ensuite, parce qu'en effet, oui, pour le moment tout le monde ne veut pas forcément. Puis encore, on parlait de tous les clichés qui circulent, c'est pas vrai. Le tourisme communautaire, c'est pas forcément dormir dans la boue, je sais pas, au fond du Pérou. Moi j'en ai visité des projets de tourisme communautaire, ça peut être très bien mené et confortable et vraiment intéressant. Donc c'était ça. Et ma dernière remarque, je suis désolée, c'était qu'on parlait beaucoup des labels et des agences, de passer par des agences de voyage et tout, mais je pense que le tourisme durable, de façon individuelle, c'est déjà bien se renseigner sur la destination, essayer de pas faire, parce que maintenant on dit qu'on a fait le Machu Picchu, qu'on a fait ça, on fait ci, c'est essayer de sortir des lieux les plus fréquentés, de visiter aussi autre chose, de prendre son temps, comme on disait, si on a les moyens de prendre son temps, de rester assez longtemps dans une destination pour découvrir pas seulement les incontournables, mais aussi d'autres choses. De faire attention à ce qu'on achète, parce qu'il y a plein de produits, c'est connu, il y a plein de produits déjà de souvenirs faits en Chine et tout, mais il y a des produits aussi qui sont faits à base de cornes, d'ivoire, etc. en Afrique, par exemple. Je pense au Pérou, parce que j'ai travaillé au Pérou aussi, il y a plein de produits qui ne sont pas du vrai alpaca, la laine... Bref, je pars dans mes trucs, mais faire attention à ce qu'on achète, essayer de manger local, de dormir dans pas forcément chez l'habitant, mais on peut dormir dans des petits hôtels familiaux, c'est faire un peu attention, on va pas aller dans des chaînes hôtelières, même si on dit que de plus en plus elles s'engagent, essayer de privilégier un petit peu les expériences authentiques à petite échelle. Voilà. Merci. Ça rejoint ce que disait Madame en fait. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que quand on voyage, quand on veut voyager différemment, c'est qu'on veut se couper de notre quotidien et qu'on veut limiter les intermédiaires. Et partir en voyage, c'est s'ouvrir aux autres, c'est être curieux, c'est observer, c'est prendre son temps. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de... moi, mes voyages, je ne les prépare jamais. Je prépare le déplacement. Et après, une fois sur place, il faut rencontrer des gens, se donner des bons plans,
prendre le temps de galérer, d'attendre 1 heure le bus et qu'il n'arrive pas, et finalement demander à quelqu'un de se faire transporter. C'est arriver dans une ville et pas savoir où on va dormir, et regarder autour de soi, parler avec les gens. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que ça, et il faut faire attention à pas toujours vouloir donner la responsabilité à d'autres structures. On peut tout faire. Il n'y a pas besoin d'aller sur une plateforme pour réserver un hôtel, il n'y a pas besoin de réserver un voyage en allant sur une autre plateforme. On peut le faire. Donc il faut prendre le temps, et il faut surtout être curieux et se dire qu'un voyage, c'est revenir avec des images plein la tête, des rencontres, des paysages, et que ce qui compte, c'est pas la quantité de choses ou de paysages ou de souvenirs qu'on va ramener, mais plutôt la qualité. Et voilà, enfin, vraiment, je pense que il faut être curieux, et il faut prendre le temps de se faire plaisir, quoi. J'ai une dernière question pour vous trois, les garçons. Aujourd'hui, d'un point de vue économique et surtout d'un point de vue alimentaire, on parle de circuit court. Comment on conjugue circuit court dans le voyage et séjour au long cours? Tu l'avais préparé, celle-là, non? Allez, vous avez 30 secondes pour rendre vos copies. Comment on conjugue circuit court et séjour au long cours? Ça dépend des objectifs des uns et des autres. Ça dépend du temps que tu as envie de te donner pour bien connaître et comprendre la planète qui nous entoure. Donc, il y a des gens qui sont plus faits, entre guillemets, pour faire un petit séjour de 2 semaines et qui vont rentrer, voilà. Et d'autres, comme moi, qui vont prendre plus le temps et qui vont faire un long voyage sur plusieurs années. Donc ça, c'est une question de priorité, de qu'est-ce que tu veux avoir fait dans ta vie. Guillaume? Tu veux pas parler? Je réfléchis encore un peu. Non, mais tu veux dire quoi par long cours? En fait, long voyage souvent, voilà, dans l'esprit, dans l'inconscient des gens, voyager, c'est partir loin. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue économique, il est plutôt respectueux de s'engager dans un système de circuit court. Comment on allie cette contradiction, en fait? Je pense que le voyage, il commence en bas de sa rue. Enfin, et c'est clairement ça aujourd'hui. Si derrière, tu commences simplement à redécouvrir ta ville, ton pays. Il y a des super trucs à faire dans le coin, et le woofing est un exemple. Je ne sais pas si vous êtes lié à eux ou pas, mais il y a on n'est lié à personne, nous. Non, mais il y a le Ferme d'Avenir Tour, voilà, de Maxime de Rostolan, qui a été lancé là dernièrement. Tu peux peut-être en parler, enfin un des deux? Ouais, même Maxime de Rostolan, donc le gars qui a créé Ferme d'Avenir, qu'on voit souvent dans les médias, ou si vous le suivez pas encore sur Facebook, je vous invite à le suivre parce qu'il présente souvent de grands laïus hyper intéressants. Mais en gros, il a lancé le Ferme d'Avenir Tour qui a démarré au mois de juin, je crois, à Metz. Début juillet à Metz, et qui fait tout le tour de la France pour aller justement à la rencontre des initiatives d'agroécologie, permaculture en fait en France, et qui demande à tout le monde, venez, rejoignez-nous pour être bénévole, pour participer, et si vous voulez même passer d'une ferme à une autre, on y va en vélo, etc. Et ça finit au mois de septembre à Tours avec un grand événement, je crois vers le 13 ou vers le 15 septembre à Tours. Et voilà, ça commence par là aussi, parce que c'est top, et ça permet de se changer aussi. Et je pense qu'il y a un gros travail sur le changement et la transformation intérieure, parce que voilà, c'est très Kaizen tout ça, mais c'est vrai que le voyage en circuit court, ça commence là, je pense. La première révolution et la révolution intérieure. Le mot de la fin pour toi? Clairement, le circuit court, c'est rester local, et puis d'interagir avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'interagir, pour s'ouvrir, et pas besoin de partir loin, quoi. Donc j'ai une personne qui veut présenter un projet, je lui laisse la parole. Donc bonsoir, on s'est peut-être vu merci, à la table, et je viens de l'association Art of Change 21 qui fait des actions pour l'environnement à travers de l'art. Et donc, nous avons une action qui s'appelle Massbook. Et donc, Massbook, ça crée un lien, un dialogue pour la santé, les changements climatiques et la pollution de l'air à travers la création des masques. Et donc, on prend des masques anti-pollution, on les personnalise à partir des déchets recyclés et on fait passer un message pour l'environnement.
Et donc là, un nouveau volet pour les projets Massbook, c'est ce concept qui s'appelle Mask Trotter. Et en fait, on propose que tous les voyageurs, pendant leur voyage, prennent avec eux un petit kit Mask Trotter avec des outils, des masques anti-pollution et qu'ils vont vers les gens pour proposer de créer des masques ensemble, ce qui crée une sorte de dialogue interculturel pour ces questions, ces enjeux environnementaux. Et donc, merci d'avoir accordé ce temps. Là, nous avons un petit kit à gagner. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait prendre le kit. Catherine, elle est... Ah oui, d'accord. Donc, là, je peux vous donner le kit Mask Trotter. Mais là, vous avez le Massbook, un exemple d'un masque fait à partir des canettes et des tissus. Ça, c'était fait au Kenya, au siège de l'ONU Environnement. Voilà. Donc, pour présenter un petit peu le projet, vous avez toutes les infos sur massbook.org. Voilà. Merci. Merci. Juste pour finir, ils vont partir. Comment ils peuvent faire leur part de colibri en un mot? Ludo, qui va vendre son livre à la sortie? Non, le livre, si vous voulez acheter le livre, vous pouvez. Maintenant, par rapport à Travel with the Mission, il y a plusieurs façons de s'engager. Donc, je dirais déjà la première chose, de créer un profil sur la plateforme et de devenir Twammer. Donc, vous pouvez partager tout en voyageant. Donc, vous savez, il y a beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que je peux partager? Moi, j'ai rien à partager. Ne serait-ce que parler de la France au fin fond du Madagascar. Souvent, ils vont être waouh, de faire une petite présentation de la France. Vous allez avoir un échange extraordinaire et tout le monde en sortira gagnant. On a même des pilotes d'avion, pendant leurs escales, ils vont parler de qu'est-ce que c'est être un pilote d'avion dans des écoles au fin fond de nulle part. Et eux, ils sont super contents de partager leur passion. Et les gamins, ils adorent, ils ont 1000 questions. Donc, il y a plein de choses à pouvoir partager. Donc, je vous encourage à devenir Twammer. Vous pouvez aussi devenir ambassadeur Twam, c'est-à-dire être un peu un porte-drapeau de l'organisation et aider à ce que la plateforme grandisse progressivement, parce que plus elle grandira, plus il y aura d'échanges et meilleur le monde sera. La goutte du colibri que tu proposes? Cet été, pensez juste à... Essayez pendant 1 heure en fait, de penser juste à vous et à votre place dans le voyage que vous êtes en train de faire et sans balancer une image sur les réseaux sociaux. Et prenez conscience de ce moment-là. Super. Moi, je dis rencontrer d'autres personnes qu'elles vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Et puis prenez du temps pour vous, voilà, simplement. Super. Prenez du temps et bon été, bonnes vacances à chacun et merci à vous.